Cette nuit-là, pendant que j'entendais ronfler l'inconnu dans le salon et que l'odeur d'alcool me remontait au nez, je suis restée éveillée à réfléchir. Les faire sortir par la force? Impossible. Aller au tribunal? Trop long. En quelques mois, ils auraient pu détruire l'appartement. Les meubles peuvent être même notre vie financière entière. Alors j'ai relu le contrat du prêt, ligne par ligne, mot après mot, jusqu'à trouver ce que je cherchais. Une clause très claire. L'emprunteur n'a pas le droit de faire enregistrer des tiers dans le bien hypothéqué sans l'accord écrit du créancier. En cas de violation, la banque peut exiger le remboursement anticipé total du crédit. Et là, j'ai compris que ce que mon mari avait fait en secret pouvait devenir précisément ce qui les mettrait dehors. Puis, j'ai pensé à autre chose. Aux aides sociales, aux allocations, à la situation de Léna. Officiellement, elle était une mère en difficulté. Officieusement, elle buvait, dépensait, recevait des hommes dans le logement, laissait les enfants livrés à eux-mêmes. Et là, j'ai cessé d'être une victime. J'ai commencé à construire une stratégie. Le lendemain matin, dès l'ouverture des bureaux, j'ai passé 2 appels. Le premier à la banque, j'ai expliqué qui j'étais, que j'étais co-emprunteuse, que des mineurs et une tierce personne avaient été enregistrés sans mon accord dans le logement hypothéqué, que je craignais pour la sécurité du bien, que le logement se dégradait, que la situation pouvait représenter un risque sérieux. La voix de la conseillère a changé instantanément. Elle n'était plus polie, elle était froide, carrée, professionnelle. Pour une banque, des enfants enregistrés dans un bien sous crédit sans autorisation, c'est un cauchemar absolu. Elle m'a dit qu'une procédure de vérification serait lancée. Le second appel, je l'ai passé au service de protection de l'enfance et aux services sociaux. J'ai décrit ce que je voyais. L'insalubrité, l'alcool, les enfants qui dormaient sur des matelas sales, l'absence de cadre, les hommes de passage, le comportement de la mère, l'utilisation douteuse des allocations. Je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que décrire exactement ce qu'ils avaient transformé en quotidien. 3 jours plus tard, la première onde de choc est arrivée. Mon mari a reçu un courrier officiel de la banque. Quand il est rentré, il était blanc comme un linge. Il tenait la lettre avec des mains tremblantes. La banque exigeait que la situation soit régularisée sous 7 jours, faute de quoi elle se réservait le droit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. Une somme gigantesque. Le genre de somme qui vous détruit la vie. Le genre de somme qui fait basculer tout le monde d'un coup. Mon mari murmurait qu'on n'avait pas cet argent, qu'on allait perdre l'appartement, qu'on allait finir ruiné. Elena, malgré ça, continuait à fanfaronner. Elle disait que c'était du bluff, que personne ne mettrait une mère et ses enfants dehors. Je l'ai regardée tranquillement et je lui ai expliqué une chose très simple. La banque ne se souciait pas de ses discours, ni de son statut, ni de ses comédies. Tant que le prêt n'était pas remboursé, cet appartement était avant tout une garantie financière. Et si la banque considérait que cette garantie était menacée, elle écraserait tout le monde sans état d'âme. Là, pour la première fois, j'ai vu un peu de peur dans ses yeux, mais je savais qu'elle allait tenter de tenir jusqu'au bout. Alors, j'ai attendu la seconde vague. Je n'ai pas nettoyé l'appartement la veille. J'ai laissé traîner ce qu'ils avaient créé. La vaisselle sale, les odeurs, les bouteilles vides, les vêtements jetés dans l'entrée, les traces de leur laisser-aller. Le matin, les enfants étaient assis dans le couloir à manger des pâtes sèches directement dans le paquet. Léna dormait encore. À 11 heures précises, on a sonné. Quand j'ai ouvert, ils étaient plusieurs. Une inspectrice, 2 agentes des services sociaux, une représentante de l'aide familiale. Elles sont entrées, ont regardé autour d'elles, et le silence qui a suivi leur première observation valait tous les discours. Elles ont senti l'odeur, elles ont vu le désordre, elles ont vu les enfants, elles ont vu le manque de nourriture. Elles ont vu Léna dormir comme si de rien n'était. Elles l'ont réveillée et en quelques minutes, toute sa superbe s'est effondrée. Elle a essayé de me désigner comme responsable, de dire que c'était moi qui cachais la nourriture, moi qui la persécutais, moi qui inventais tout. Mais les services n'étaient pas là pour écouter un spectacle. Ils regardaient les faits. Pourquoi l'enfant plus âgé n'était-il pas à l'école? Pourquoi le plus petit portait-il des vêtements sales? Pourquoi le réfrigérateur était-il presque vide alors que des allocations étaient versées? Pourquoi y avait-il des bouteilles d'alcool et des traces évidentes de passage d'hommes? Pourquoi les enfants dormaient-ils dans de telles conditions? En quelques phrases, le ton a changé. Il n'était plus question d'excuses. Il était question de rapport, de surveillance, de suspension possible des aides, d'évaluation urgente, et même, si rien ne changeait, d'un possible retrait des enfants. Et là, chose terrible mais révélatrice, ce qui a vraiment fait paniquer Léna, ce n'est pas la menace de perdre temporairement ses enfants, c'est la menace de perdre l'argent. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à supplier,
d'abord en criant, ensuite en pleurant, puis en promettant qu'elle partirait tout de suite. Le soir même, l'appartement ressemblait à une scène d'évacuation. Elle jetait ses affaires dans des sacs, hurlait des insultes, me maudissait, traitait mon mari de traître, accusait le monde entier. Moi, j'étais debout dans la cuisine, une tasse de café à la main, à la regarder se débattre dans le chaos qu'elle avait elle-même créé. Je lui ai simplement dit qu'au matin, une commission de la banque pouvait arriver, et que si elle trouvait encore la moindre trace de cette installation illégale, la situation deviendrait encore pire. Là, elle a accéléré. Elle ne savait plus où aller, elle ne savait plus quoi faire. Mais elle avait enfin compris qu'elle n'était pas la reine du lieu. Elle était une invitée abusive, à qui la réalité présentait la facture. Mon mari, lui, était assis, écrasé, incapable d'aider sa sœur, incapable de me regarder, incapable même de défendre ce qu'il avait fait. Il avait voulu être le gentil frère, le sauveur facile, celui qui dit oui à tout le monde et laisse les autres payer le prix. Et au bout du compte, il n'était plus qu'un homme vidé, assis au milieu des sacs, du bruit et de l'humiliation. Quand la porte s'est enfin refermée derrière sa sœur et ses enfants, l'appartement est devenu silencieux. Un silence presque irréel. Il restait l'odeur du poisson frit, du tabac froid, de l'alcool, de l'invasion. J'ai rempli un seau d'eau, versé du produit ménager sans compter, enfilé des gants, puis j'ai dit à mon mari de se lever. Il m'a regardé, épuisé. Je lui ai dit qu'il fallait sortir le canapé. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. Parce qu'il sentait les punaises, la sueur et cet homme qu'elle avait ramené. Il n'a pas discuté. Il a obéi. Une semaine plus tard, l'appartement brillait. J'avais tout frotté, tout lavé, tout désinfecté, rideaux compris. Les enregistrements avaient été annulés. La banque avait été rassurée. Les services sociaux avaient appris que la famille en difficulté était repartie vers son lieu de résidence officiel. La tempête s'était calmée. Mais quelque chose, lui, ne reviendrait jamais à la normale. Un soir, alors que nous étions dans la cuisine, mon mari a fini par briser le silence. Il m'a dit que j'étais quelqu'un d'effrayant. J'ai presque souri. Il m'a reproché d'avoir su exactement où frapper, d'avoir utilisé la banque, les services, la loi. Il m'a demandé si j'avais voulu qu'on lui enlève ses enfants. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu non. Je n'avais pas voulu détruire sa sœur. J'avais voulu sauver ma maison, mon foyer, mon espace. Ce lieu qu'il avait livré en pâture à des parasites sous prétexte de bonté familiale. Je lui ai dit qu'on ne peut pas être bon avec tout le monde quand ceux qu'on protège détruisent ceux qu'on aime. Qu'à un moment, il faut choisir, défendre sa famille ou nourrir ceux qui vivent à ses dépens. Lui avait choisi les parasites. Et ce choix, je ne l'oublierai jamais. Ce qui s'est passé chez moi ce jour-là m'a appris une chose essentielle. Certaines personnes ne respectent ni les mots, ni les limites, ni la gentillesse. Elles avancent tant qu'on recule, elles prennent tant qu'on cède, elles cassent tant qu'on pardonne. Et puis un jour, elles tombent sur quelqu'un qui cesse d'avoir peur. Quelqu'un qui comprend que le silence protège les abuseurs, jamais les victimes. On me dira peu être que j'ai été froide, calculatrice, impitoyable. Peut être. Mais il y a des moments où la douceur ne sauve plus rien. Il faut agir. Il faut protéger ce qui est à soi. Il faut fermer la porte, appeler qui de droit, utiliser les règles, les contrats, les preuves, la vérité. Parce qu'un foyer n'est pas un refuge pour les profiteurs. Parce qu'aimer ne veut pas dire se laisser écraser. Et parce qu'un seul appel, au bon moment, peut parfois remettre dehors ceux qui pensaient s'être installés pour toujours.